bienvenue chez Temple Food. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver en présence d'Alexia Volji, professeure de yoga et étudiante en Ayurveda. Dans un premier temps, nous allons parler un peu Ayurveda et tous les grands principes de cette médecine traditionnelle indienne. Oui. Et ensuite, donc, nous cuisinons ensemble un kitchari. On vous donnera toute la recette avec tous les ingrédients et leurs propriétés. Alors Alexia, déjà merci d'être là aujourd'hui et d'être la première chef invitée de Temple Food. Merci à toi de m'avoir invitée, je suis très honorée. De sa gratitude ici présente, c'est très important. Je suis contente qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui puisque donc, on va entrer dans la période de l'automne. Et tu m'expliquais que c'est une saison où Vata, donc la star du moment, est très présente. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous faire un petit topo de qui est Vata et puis plus largement, qu'est-ce que l'Ayurveda, ta vision pour toi? Bien sûr. C'est intense. Elle est d'accord? Je suis d'accord. L'Ayurveda, c'est une science indienne qui est vieille de 5000 ans, une des plus anciennes médecines indiennes, la mère de toutes les médecines, si on peut dire, de toutes les médecines naturelles. Il y a Omni qui est là. Dans l'Ayurveda, on travaille beaucoup avec les 5 éléments, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, qui sont présents en tout, dans tous les éléments de la nature, dans tous les éléments qu'on mange, dans tous les éléments de notre vie et en nous. Et en nous, et dans tout d'ailleurs, on les synthétise dans 3 doshas, 3 intelligences biologiques. Donc on a Vata, celle de l'air et de l'éther, Pitta, celle du feu et de l'eau, et Kapha, celle de la terre et de l'eau et de la terre plus exactement. Donc ça, ce sont les 3 intelligences biologiques qui sont partout et qui viennent régir chacune de nos actions, chacun des aliments qu'on mange, tout ce qu'on trouve dans la nature. Tout est lié à un dosha, ou à 2 doshas, mais à un dosha particulièrement. Parce que chacun a sa carte d'identité ayurvédique qui lui est propre, et a son dosha dominant et son dosha moins présent. Et donc aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à Vata, qui est l'intelligence biologique de l'air et de l'éther, et qui est celui qui régit le mouvement. Vata, littéralement, ça veut dire mouvement. C'est celui qui initie, qui va lancer les choses, initier les choses, stimuler et bouger, comme je suis en train de le faire beaucoup. Elle fait le vent de l'automne, là, comme ça. Et c'est pour ça que c'est... Est-ce que le fait que l'automne, il y ait beaucoup de vent, etc., ça joue, ça va aussi influencer. Dans quel sens est-ce que ça vient Alors exactement, parce que donc, du coup, Vata est présent en tout, mais, comme les autres doshas d'ailleurs, mais chaque saison a son dosha dominant. Et l'automne, c'est la saison de Vata. Vata, il est qualifié par le fait qu'il soit froid, sec et rugueux. C'est ces 3 principales caractéristiques. Okay. Et clairement, l'automne, c'est froid, sec et rugueux. Même pas trop, quoi. Il y a des gens pour qui ça convient mieux. C'est joli, il y a des jolies couleurs. Voilà, il y a des très belles couleurs. Mais atmosphériquement parlant, c'est ce qui qualifie l'automne. Et du coup, Vata automatiquement augmente à ce moment-là. Il faut savoir qu'on est dans une société, dans une ère où Vata augmente beaucoup et est très présent de manière générale. On va vite, on est tout le temps en mouvement, cérébralement ou physiquement, on bouge beaucoup, on n'est plus du tout sédentaire, on est surstimulé sensoriellement par les écrans, par le bruit, il y a tout le temps des trucs qui s'activent en nous et du coup Vata est toujours très très stimulé. Donc même en plus de la saison de l'automne qu'on a en ce moment, Vata est toujours un peu plus présent maintenant dans nos vies. Exactement. Okay. Donc là, à l'automne, il y a un dicton Ayurveda qui dit le même augmente le même. Donc on a déjà beaucoup de Vata tout le temps. À l'automne, c'est la saison Vata, donc là on... Too much Vata. Voilà, ça vibre un peu. Oulala. Ça vibre un peu, on peut le dire. Du coup, les bons conseils ayurvédiques à l'entrée de l'automne, c'est essayer de diminuer tout ça. Et la suite du dicton le même augmente le même, c'est les opposés coexistent et les opposés s'équilibrent. Donc du coup, Vata il est sec, froid et rugueux. Et on va venir essayer de mettre de l'onctueux, du chaud et de la douceur, de la rondeur. J'adore. Dans notre vie automnale, dans notre début de vie automnale, pour équilibrer tout ça, harmoniser. C'est ce que tu m'expliquais, c'est que l'Ayurveda, ça fonctionne beaucoup par équilibre. En fait, la santé, c'est l'équilibre. Exactement. Et on va prendre ce qui se passe à l'extérieur et en nous et on va venir l'équilibrer avec de différentes manières. Et tu me parlais, notamment pour équilibrer nous et notre environnement, de 2 choses importantes, l'alimentation et les rituels. Exactement. En Ayurveda, on a déjà le but d'un thérapeute ayurvédique,
c'est pas de soigner son patient, c'est de le maintenir équilibré, de le maintenir en santé. Oui. On va généralement pas voir un thérapeute ayurvédique quand on est très malade, ou ça peut arriver, bien sûr qu'on peut Le faire aussi. le consulter dans ce genre de cas-là, mais c'est très bien d'aller voir un thérapeute ayurvédique avant de tomber malade, pour justement ne pas tomber malade en fait. Pour avoir un terrain en forme. Exactement. Pour je maintenir crois qu'il y la a santé. un dicton qui dit, c'est la vidéo des dictons, pourri, mais je pas trouver sa vidéo des dictons tout court, mais qui dit qu'un médecin, enfin en Inde, un bon médecin, c'est quelqu'un qui n'a personne dans sa salle d'attente. C'est ça. Parce que en fait, le but c'est que ces patients aillent bien. Bah, exactement. Et alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, comment on fait pour aller bien? Je le disais, il y a Ahara, la nourriture, la bonne nourriture, et Dinacharya, les rituels et les routines. Ces deux angles d'attaque, on va venir les travailler sur mesure selon la personne qui vient te voir et selon son terrain à lui. D'accord. Et du coup, on va veiller à l'équilibrer en mettant en place du coup une Dinacharya, une routine, et une Ahara, une bonne alimentation. C'est les deux angles d'attaque. Ok, et donc, une personne vient te voir et vous allez ensemble faire son profil ayurvédique, c'est ça? Exactement, ouais. Toi, tu aides aussi à ça? Ouais, tout à fait. Ça s'appelle une prakriti, c'est une constitution de base. On est Ok. tous nés d'une certaine façon et ça nous accompagne tout au long de notre vie. Il y a des choses qui peuvent évoluer, mais c'est pas notre constitution de base. C'est des événements qu'on maîtrise ou qu'on maîtrise pas forcément, qui viennent un petit peu jouer sur la proportion de nos doshas à un instant T. Ok. Mais on est né avec une proportion propre et le but d'un thérapeute ayurvédique, c'est de trouver cette proportion, de trouver quel dosha est dominant, il peut y en avoir même deux, et de mettre en place des habitudes de vie qui veillent à toujours les garder à l'équilibre. Parce que comme le même augmente le même, admettons que j'ai une prédominance vata dans ma prakriti, que j'ai déjà beaucoup de vata en moi. On est dans une société où il y a beaucoup de vata, on rentre à l'entrée de l'automne et il y a beaucoup de vata, et là c'est à coup sûr un vata augmenté ou aggravé. Et là, on tombe malade par exemple? Et là on tombe malade. Au début, ça provoque des petits inconforts. Ok. On peut se dire qu'on peut vivre avec, parce qu'on a tendance à souvent pas trop s'écouter et se dire qu'on peut vivre avec. On devient un peu insomniaque. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, en fonction des doshas aussi plus ou moins dominants, il y a des symptômes qu'on reconnaît. Exactement. Et l'insomnie, ça peut être un c'est complètement vata. déséquilibre de vata. Ok. Ouais. Les gros symptômes vata, c'est en premier lieu la souffrance. Quand on est en souffrance, c'est que vata est en présence. Souffrance physique, émotionnelle, les deux. Ouais. Quand il y a de la souffrance, il y a vata. Et typiquement, pour faire une mini-liste non exhaustive des symptômes vata, on va avoir l'insomnie, la perte de règles, la fatigue chronique, l'hyperactivité et le fait d'être lunatique, de vraiment pas être constant dans ses humeurs et dans son énergie aussi tout au long de la journée. Ça provoque beaucoup d'inconfort au niveau du côlon, dans le tube digestif. Donc, pour les détails un peu moins glamour, les ballonnements... Mais l'Ayurveda aime ce genre de détails. On adore. Les ballonnements, ouais. Okay. Les déchets, j'adore. J'adore parler des déchets. Les paix, les déchets, tout ça, c'est très bien. Complètement. Du coup, si t'es ballonné ou que... Vata. Trop de vata. Ne cherche pas plus loin, maman. C'est l'air, il y a trop d'air. Il y a trop d'air stocké. Donc... Voilà, typiquement pour faire une mini-liste, et la liste est bien longue parce qu'il y a beaucoup de symptômes vata. C'est celui qui est le plus facilement déréglé et c'est pour ça que moi c'est mon sujet d'exploration préféré depuis 1 an, vata, parce que je me rends compte que chez beaucoup de gens, il y a trop de vata, c'est en train d'augmenter, c'est même déjà aggravé pour certains et voilà, il faut faire quelque chose parce que c'est des petits inconforts qui en fait sont pas normaux et on peut très bien les soigner et vivre avec, c'est très désagréable. Donc l'alimentation va nous aider à ça. Et puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une recette. Mais en plus tu m'expliquais qu'aussi il y avait le fait de mettre en place des routines qui pouvaient aider. Complètement. On a la Dinacharya, ça peut être une routine du matin. Ça se trinde à 2-3 tâches le matin, plus ou moins simples, plus ou moins longues, qui vont devenir une habitude et qui vont devenir en fait un mode de vie et qui vont venir chasser le dosha dominant. Alexia a publié sur son site internet un article où elle explique, elle, sa routine ayurvédique. Et vous pouvez aller regarder comme ça, piocher peut-être dedans des petits éléments. Il y a toute une routine de petits gestes ayurvédiques qui passent par se gratter la langue, le plus classique. Ça, c'est trop bien. Alors vraiment, si je peux vous en recommander une seule, c'est les gratte-langue. On se sent, je sais pas comment dire, mais moi je me sens propre après. Bah ouais, complètement. Et alors ça vient quoi? Ça vient nettoyer l'estomac, non? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la nuit, nous on dort, mais pas notre tube digestif, pas notre système digestif. Et le système digestif digère à la fois ce qu'on a mangé, mais aussi nos émotions pendant la nuit. Ça travaille très fort là-dedans. Et ça fait le tri, et ça envoie une certaine partie à la selle le matin.
Et il y a une autre partie de nos bactéries mortes, de nos déchets, de nos toxines qui remontent, qui viennent déposer une pellicule sur la langue. Et du coup, quand on se lève, on a tous une petite pellicule sur la langue et la gratter. Alors non seulement c'est faire un petit cadeau à son hygiène buccale du matin, mais en plus ça facilite beaucoup le travail du système immunitaire parce que c'est tout un tas de bactéries qu'il n'a pas à gérer du coup. On lui enlève pour lui. Et c'est doux, je trouve vraiment cette sensation où on se sent plus propre et plus pur après. Quoi. Je vous recommande l'article d'Alexia et vraiment ce petit gratte-langue. En général, prenez en cuivre plutôt bonne qualité. Enfin, bon, faites un petit peu attention. Mais ça, on vous fait confiance. Prenez pas un truc en plomb, quoi. Non, gratte-langue en cuivre, l'adopter, l'essayer c'est l'adopter. Ouais, vraiment. Et on en trouve dans toutes les boutiques ayurvédiques. Est-ce que tu as une recommandation toi, particulière? Eh ben, à Paris, pour ceux qui sont de passage sur Paris ou qui y habitent, dans le quartier Strasbourg-Saint-Denis, il y a le passage Brady, dans lequel il y a des boutiques indiennes. Et il y en a un qui s'appelle Velan ou Vélan, je sais jamais comment on prononce. Ces deux boutiques qui se font face, une nourriture, une beauté, bien-être. Et dans la beauté, bien-être, il y a des gratte-langues et il y a même plein d'autres petits ustensiles. Les vendeurs sont de très bonne qualité, de très bonne qualité, les vendeurs. Alors vraiment, on est sur de l'humain haut de gamme. Les vendeurs sont de très bons conseils. Et des gratte-langues de très bonne qualité. Et des gratte-langues de très bonne qualité, en cuivre, ça coûte 3 fois rien et c'est vraiment le geste idéal pour le matin. Est-ce qu'au niveau du vata, il y a un lien particulier, ça peut équilibrer ou là, c'est pas forcément... C'est pour les trois. Là, c'est vraiment pour les trois. Et puis pour même bien plus que tout ça, parce que ça vient... Souvent dans le détail, nerveusement, ça vient stimuler des glandes qui sont placées à l'arrière de la langue, qui viennent stimuler le système digestif. Donc pour le matin, ça met tout l'appareil au réveil. Pour le cerveau aussi, tout est lié en fait. Toute la zone ORL est liée à cette glande-là. Et du coup, ça vient tout réveiller. C'est vraiment un geste... Un essentiel. Un essentiel, ouais. Un essentiel dans votre vie. Et si vous allez dans cette boutique parisienne, et que vous aimez un petit peu cet univers Ayurveda et même par rapport à ce qu'on va cuisiner après, c'est une sorte de paradis un peu sur terre. Ah, parce oui, qu'on trouve ça sent bon l'encens quand vous rentrez, c'est comme un voyage. Je ne sais pas vraiment l'origine de toutes les épices, tout ça. Je crois que c'est pas terrible. C'est peut-être pas ouf, donc on n'en parlera peut-être pas plus que ça, mais... Mais malheureusement, je crois que c'est... globalement, pour faire une aparté... Là, c'est parce qu'on a un peu honte. Mais globalement, les cultures d'épices sont rarement très clean. Ouais. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes une personne qui connaît des épices faites-le aussi. N'hésitez pas à nous partager, ça nous intéresse. Maintenant que nous avons terminé cette petite partie très intéressante, merci Alexia avec plaisir. Théorie et puis d'approche un peu de l'Ayurveda. On va cuisiner ensemble puisque comme nous l'a expliqué Alexia, l'alimentation va vraiment être une des clés ayurvédiques pour venir équilibrer notre terrain. Et aujourd'hui, donc puisque c'est l'entrée dans l'automne et un petit peu le début de Vata qui monte encore plus, c'est très étonnant ce que je viens de faire, mais pourquoi pas? C'est très Vata. Voilà, hein. Illustration. Ça c'est un symptôme. Et bien nous allons cuisiner un kitchari, qui est la spécialité d'Alexia. Ah oui. Et pour ce kitchari, nous avons été faire le marché. Ah, j'aurais pu filmer sur le marché. Bon, c'est pas grave. Nous avons été faire le marché. Nous avons pris des produits locaux. Donc, si vous pouvez prendre des produits locaux, bio, enfin, en tout cas, faites au mieux pour avoir des produits qui viennent de pas trop loin et que vous sentez relativement vivant et chargé d'énergie, de vie. C'est le mieux. Après, bon, chacun fait comme il peut. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce kitchari? Est-ce que tu peux rapidement nous présenter? Enfin, rapidement, non. On prend le temps. Vata, calme-toi. Alors, du coup, la base du kitchari, les deux ingrédients de base du kitchari, c'est une légumineuse et un riz. Le plus classique, c'est haricots mungo et riz basmati. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais c'est complètement déclinable avec des lentilles corail et du riz blanc, des lentilles corail et du riz rond, des pois chiches et je ne sais quel riz. Enfin, on peut le décliner à l'infini. Une légumineuse et un riz. Plutôt riz. Ouais, parce qu'en fait, en plus, alors c'est ayurvédique sans lettres, mais la légumineuse est très riche en protéines et le riz contient des amidons qui vont venir activer et la rendre assimilable. Donc en fait, quand on mange une légumineuse toute seule, je crois qu'on ingère qu'un faible pourcentage, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 30% de la protéine présente
dans la légumineuse. Si on vient l'associer avec un féculent, qui plus est un riz, on vient créer un terrain favorable à assimiler plus de protéines. D'accord, ok, hyper intéressant. Donc pour les sportifs, par exemple, qui recherchent à manger beaucoup de protéines, ou pour tout le monde d'ailleurs, mais quand on veut avoir un bon apport en protéines, c'est bien de manger des légumineuses, mais c'est bien de les associer à un féculent. Pour décupler notre capacité d'assimiler. Exactement, pour les assimiler plus facilement. Du coup, pour cette recette, on a utilisé des haricots mungo, qui sont ceux qui vont le moins aggraver Vata, parce que les légumineuses ont tendance à provoquer des gaz dans le côlon, dans le gros intestin. Ce qui va venir augmenter Vata, ceux qui le font le moins, c'est les haricots mungo. Le haricot mungo, c'est aussi appelé le soja vert. C'est une petite graine comme ça, qui est toute dure initialement. Et moi, j'aime bien le faire tremper, pas besoin de le faire tremper très longtemps, dans de l'eau pendant 1 heure avant la cuisson en gros, pour venir pré-germer et faciliter la cuisson, et ça facilitera aussi la digestion. D'accord. Donc haricots mungo. De toute façon, je vous redétaillerai tout ça. Vous allez avoir avec cette vidéo une fiche de la recette, plus une feuille avec toutes les propriétés des ingrédients, donc vous inquiétez pas. Deuxième ingrédient du coup, du riz. Là c'est du riz basmati semi-complet. Je l'ai pris semi-complet parce que ça a plus de fibres, plus de propriétés nutritionnelles. Je trouve ça plus intéressant que du riz blanc dont on aurait enlevé l'écosse. Moi j'ai tendance à ne pas manger d'aliments trop transformés, donc les pâtes blanches, le riz blanc, j'ai éliminé ça de mon alimentation pour avoir des aliments qui sont vraiment nutritifs. Donc tu prends toujours demi-complet ou complet? Ou complet, ouais. Ok. Au maximum. Après c'est un choix, ça marche aussi avec du riz blanc, ce sera aussi très très bon avec du riz blanc. Mais voilà, pour cette recette là on a pris demi-complet. En légumes on a pris des carottes et des courgettes. Il faut savoir que nous sommes à la sortie de l'été, donc on a encore des légumes mi-saison. Au-delà de la provenance, moi j'aime bien, j'accorde une importance particulière à avoir des légumes de saison qui ont été nourris par le soleil quand c'est l'été et par la terre quand c'est l'hiver. Donc j'ai pris 2 aliments, la carotte et la courgette, qui sont tous les deux diurétiques, qui vont nous permettre d'éliminer. Il ne faut pas prendre d'aliments trop diurétiques, parce que si on élimine trop, on s'assèche et Vata est sec. Donc il ne faut pas non plus trop s'assécher. On va venir contrebalancer ça avec du gras. Ouais. Du ghee, j'y viendrai juste après. Du coup, ce sont 2 légumes qui sont expectorants, c'est-à-dire qu'ils vont venir nous aider à chasser le mucus qu'on peut avoir dans la zone pulmonaire et respiratoire. À l'entrée de l'automne, on peut être un petit peu... Alors là, c'est pas Vata, c'est Kapha qui est en cause, mais on peut être un petit peu pris dans les bronches, dans le système pulmonaire. On peut avoir des rhumes et du coup tousser, d'une toux sèche. Et les légumes et les épices qui sont expectorants vont nous aider à éliminer tout ça et du coup à se guérir naturellement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces 2 légumes-là. Et alors, petite question, si on fait cette recette un peu plus tard et qu'il n'y a plus de courgettes, qu'est-ce que tu recommandes de mettre à la place? Alors moi j'aime bien avoir au moins un légume vert, donc si on a par exemple des épinards, moi je trouve ça très bon. La courgette comme l'épinard sont des aliments qui augmentent légèrement Vata. Mais là, avec tout le reste, on vient tellement le diminuer que c'est pas grave si on a un aliment qui augmente Vata. C'est ok, ça va venir s'équilibrer. Mais du coup, plus on avance dans la saison de l'hiver, plus on va avoir peut-être des courges qui sont très bonnes. Potimarron par exemple, potimarron oignon, c'est super bon. Faut savoir en Ayurveda que l'oignon est un légume et pas un condiment. Donc comme dans le kituri, dans un kituri classique, on n'a que 2 légumes. On va pas utiliser l'oignon comme épice ou condiment, on va vraiment l'utiliser comme légume. Ah oui, ok, d'accord. Donc voilà. C'est pour ça qu'on n'en a pas là, puisqu'on a déjà nous nos 2 légumes. Exactement. Exactement. L'hiver dernier, je crois que j'avais fait patates douces, épinards aussi, c'est super bon. Voilà, le champ des possibles. C'est déclinable à l'infini. S'ouvre à vous avec cette recette. Et au-delà, alors là c'est vraiment purement personnel, j'ai pas de connaissances là-dessus et c'est mon ressenti. Mais moi j'adore avoir aussi des couleurs. Ouais. Du coup, avoir un légume orange et un légume vert, voilà. Le visuel est tellement important dans la nourriture que ça vient nourrir aussi nos sens. Visuellement et nos sens, exactement. Du coup, tout ça, on va le cuire dans une base d'épices et de matière grasse. La matière grasse, c'est du ghee. Le ghee, c'est un beurre clarifié. C'est l'aliment principal de la cuisson ayurvédique parce qu'il ne brûle pas, il garde toutes ses propriétés à la cuisson. Ici, je l'ai fait maison. Mais on peut aussi en trouver dans des magasins bio ou des magasins indiens. Pour le faire maison, c'est super simple, il suffit d'avoir un bon beurre doux et de le laisser cuire à feu doux un petit moment, chasser l'écume qui vient remonter, chasser tout le lactose qui vient remonter
et filtré à la fin. Et on obtient ce magnifique... C'est beau, oui, on dirait de l'or. De l'or, ouais. Trop beau. Et le ghee, ça vient nourrir tous les tissus du corps. Le plasma, le sang, les muscles, la moelle, même ce qu'on appelle Shukra Dhatu en Ayurveda, qui est parce qu'Alexia notre parle essence. sanskrit en LV1, c'est ça qu'il fallait que vous sachiez. Donc elle trouve pas... Sorry, C'est quoi le mot en difficult. français? Comment vous dites? J'ai que le sanskrit qui me vient dans la bouche là. Donc est-ce que tu as trouvé le mot French? C'est notre énergie vitale. Voilà. Shukra Dhatu, l'énergie vitale. Un autre aspect important d'un plat ayurvédique, c'est qu'il faut qu'il y ait les 6 saveurs. Les 6 saveurs, ce sont le doux, le piquant, le salé, l'amer, l'astringent et l'acide. Et là, quand j'ai élaboré cette recette, j'étais OK au niveau du doux. On a un plat qui est très construisant, qui va vraiment venir nous nourrir et nous apporter de la rondeur, comme ce qu'on le souhaitait. On est OK au niveau du piquant pour venir un peu stimuler le feu digestif et venir favoriser l'agni, exactement, en sanskrit. Et venir favoriser la digestion de tous ces aliments. On était OK sur l'astringent, sur la mer, j'en avais un petit peu, mais j'avais pas d'acide. Du coup, tout simple, quand on n'a pas d'acide... Et le citron, donc c'est quelque chose on mettra à la fin? Ouais. On le fait pas du tout cuire? Non. À la fin, on va juste presser un peu de citron dessus pour venir amener un peu d'acidité. Okay. Et venir... l'acide, ça vient stimuler un petit peu les glandes dans la bouche, ça peut venir faire saliver. Donc ça va stimuler la digestion aussi, c'est hyper bénéfique. Donc comme épices, on a de l'ail et du gingembre. Des graines de fenouil, des graines de cumin, des graines de coriandre et du curcuma, of course. Je dis of course parce qu'on utilise du curcuma beaucoup en Ayurveda. Et alors ça, j'ai une question, justement, j'avais lu qu'il fallait absolument associer le curcuma avec du poivre pour que, un peu de la même manière que là, ça permet de mieux assimiler entre le riz et les féculents. Est-ce que ça, c'est... Alors, je vais me renseigner pour le poivre parce que j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est fort possible. Il est vrai qu'il faut associer le curcuma pour qu'il soit assimilable aussi, pour avoir le maximum de ses vertus. Il est ce qu'on appelle lipophyte, il me semble, ça veut dire qu'il faut l'associer avec de la graisse. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une matière grasse quand on vient mettre du curcuma. Et je crois qu'il faut aussi qu'il soit chauffé à un moment du processus. Okay. En gros, non seulement ce sera pas bon, mais si tu te prends une cuillère à café de curcuma sec, pas d'intérêt. Alors que si tu te prends une cuillère à café d'huile de coco chauffée avec du curcuma dessus, là t'es on fire. Je sais pas si ce sera très bon, mais en tout cas mieux assimilé. Exactement. Ok. Les épices ici, elles ont vraiment un rôle chauffant. Elles vont venir au-delà du fait que le plat sera chaud, il faut qu'il soit chaud pour nous. Il faut qu'il ait un effet post-digestif chaud. Et les épices, c'est ce qu'elles vont venir apporter. Elles vont venir stimuler donc le feu digestif. Elles ont un effet post-digestif chaud et un peu piquant. Donc ça va venir favoriser la prédigestion dans l'intestin grêle et dans l'estomac des aliments pour qu'après, quand ils arrivent dans le côlon, ils soient complètement digérés et ça ne vienne pas fermenter, faire des gaz, provoquer peut-être des inconforts. Moins de fatigue aussi peut-être. Moins de fatigue, exactement. On mâche le travail, on pré-mâche le travail en gros. Du système pour que la digestion soit la plus facile et moins énergivore possible en fait, exactement, pour le corps. Ouais, complètement. Okay. En général, quand on a un coup de barre après manger, c'est soit qu'on a trop mangé, soit qu'on a mangé des aliments qui ne sont pas adaptés à notre capacité digestive et du coup, peut-être trop lourd, peut-être trop gras, peut-être trop sucré. Et du coup, voilà, ça surstimule ici et puis ça nous épuise en fait. Ça puis le corps met toute l'énergie dans la digestion et du coup, on n'a plus tellement... Exactement, d'où le coup de barre après manger. Donc normalement, après ça, on fait pas de sieste. Normalement, non. Normalement. C'est facile. Hein. En dernier point, le persil qu'on viendra saupoudrer à la fin. Le persil, il est lui aussi très anti-vata et il est un petit peu piquant, il est chaud, donc il vient aussi aider à la digestion. Et on a de nouveau cette capacité anti-rhume, entre guillemets. Il vient dégager les bronches, il permet d'évacuer le mucus. Donc on est en pleine... En plus, il n'y a vraiment pas de mystère, c'est la saison du persil. Parce qu'il y en a besoin. Parce qu'il y en a besoin. Non mais la nature elle est trop bien faite les gars. Je sais même pas comment... Il y a un moment on a oublié ça, mais c'est beau. En fait la nature nous donne ce dont on a besoin au moment où on a besoin. Et c'est en ça que consommer des produits de saison, ça... Au-delà que ce soit bien pour la planète, mais c'est bien pour nous. C'est censé en fait, tout est censé. Make sense. Yeah.
Yeah. On peut peut-être préciser que dans la recette qui sera partagée sur Temple Food, il y aura du coup la liste d'ingrédients, comme tu l'as dit, avec stipulé et expliqué chacun des goûts, donc des rasas présents dans les aliments, et l'effet post-digestif de chacun d'entre eux. Et comme ça, vous pourrez vous amuser à voir comment ça s'équilibre. Où est-ce qu'on vient trouver l'acide qui vient équilibrer le doux, le piquant qui vient équilibrer le froid, et voir qu'on est sur une recette très équilibrée. Très balance. C'est magique tout ce qu'il y a comme vie et comme propriété dans la nature. Et oui. C'est ça que je trouve fou, moi personnellement, dans l'Ayurveda aussi, c'est vraiment la prise de conscience du fait qu'on a tout dans la nature pour réussir à s'équilibrer, puisque la nature en soi s'équilibre toute seule d'elle-même. Maintenant qu'Alexa nous a donné un peu plus de connaissances par rapport à l'Ayurveda et à toute la magie de ses produits, on va cuisiner ensemble. Je mets la vidéo en accéléré. Ou alors est-ce que je mets au ralenti pour calmer ma Cette vidéo va durer 4h30. Et bon appétit. C'est vrai que c'est... On n'a pas encore lavé les légumes, c'est très bien. Un peu de toi dans les Alors, courgettes. voilà, ça vient équilibrer un petit peu les questions de Manon, c'est très équilibrant.